Police Sécure, épisode grand public. Je suis avec Laurane. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Et toi? Très bien aussi, merci. Donc, on va continuer notre chemin sur le livre que tu as écrit il y a maintenant déjà un certain temps. Donc, on était rendu au chapitre 4 qui essentiellement discutait de comment protéger sa vie numérique. Ou se protéger dans le numérique. Donc, puis tu commences ta section de façon très forte avec le mot de passe, ce malheureux qu'on maltraite. C'est vrai qu'on le maltraite beaucoup, ce pauvre mot de passe. Mais se protéger dans la vie numérique, c'est avant tout une histoire de bon sens et d'apprendre les gestes au plus tôt. Effectivement, la première chose à faire, c'est d'accepter l'idée que le mot de passe, c'est vraiment le pilier de sa sécurité. Et d'accepter l'idée que nous avons tous une mémoire qui fonctionne en général plutôt bien et qu'il faut lui faire confiance plutôt que de préenregistrer ces mots de passe dans un navigateur, par exemple, qui n'a pas du tout de sécurité adaptée pour ça, ou ailleurs. Parce que bien souvent, quand on a un petit souci et qu'il faut re-rentrer un mot de passe que l'on a enregistré il y a très longtemps, eh bien, on ne le connaît plus, ce qui nous force à les réinitialiser, etc. Mais surtout, le mot de passe, c'est quelque chose qui est finalement fragile et qui peut être attaqué sous plusieurs angles. Alors, la première de toutes les règles, c'est bien sûr d'avoir un mot de passe qui est différent pour chaque compte. Pourquoi différent pour chaque compte? Tout simplement parce que dès que vous avez une vulnérabilité sur l'un de vos comptes, un cybercriminel peut tout à fait tester les autres comptes avec ce mot de passe et finalement vous priver de la totalité de vos comptes, quels qu'ils soient. Donc, toute votre vie numérique peut se retrouver complètement chamboulée. Alors, un mot de passe solide, c'est un mot de passe qui est obligatoirement entre 12 et 16 caractères. 16 étant bien évidemment l'idéal, avec plusieurs millions d'années de recherche, de déchiffrement possible pour des cybercriminels qui souhaiteraient s'y attaquer. Et surtout, un mot de passe qui n'est pas en lien avec votre vie privée. Parce que c'est très facile de trouver des informations sur votre environnement social, sur votre date de naissance par exemple, celle de vos éventuels enfants, vos autres proches, le nom des animaux de compagnie ou autres. Et puis vous avez aussi des techniques de craquage des mots de passe qui s'appellent les recherches par dictionnaire, où tout mot existant dans un dictionnaire, quelle que soit la langue d'ailleurs, peut être craqué. Donc, il faut un mot de passe qui soit donc de 12 à 16 caractères, qui ne soit pas du tout en lien avec votre vie privée et qui ne comporte pas de mots du dictionnaire. Alors, vous me direz que c'est un petit peu compliqué peut-être de les retenir au regard du nombre de comptes que nous avons, mais il y a plusieurs méthodes. Vous avez déjà celle du gestionnaire de mots de passe, si vraiment vous n'avez pas confiance en votre mémoire. Vous avez celle avec des symboles, c'est-à-dire que vous avez votre propre système de symboles par lequel commencent plusieurs de vos mots de passe, par exemple avec le symbole $, si jamais c'est lié à des comptes financiers ou autres. Et puis la technique de la phrase. Vous pouvez écrire quelque part une phrase, un poème ou autre, où vous seul savez que les premières lettres constituent en vérité votre mot de passe. Et puis une petite technique personnelle que j'aime beaucoup, c'est l'encre invisible. Alors, ça coûte quelques euros dans les magasins de jouets pour enfants. Vous choisissez votre livre préféré dans votre bibliothèque et puis là, à l'encre invisible, vous pouvez éventuellement les écrire. Mais bien sûr, ces mots de passe, en tout cas, on ne les écrit pas sur un carnet de mots de passe que l'on garderait à côté de son ordinateur ou dans son sac à main. Effectivement, je trouve ça très intéressant de rajouter du jeu dans le fait de justement conserver les mots de passe avec quelque chose d'un peu fantaisiste comme l'encre invisible. Donc, ça ramène un peu un élément intéressant, du moins, qui rende ça moins aride comme gestion. Puis j'aime bien aussi le fait de l'usage de la voûte de mots de passe, dans lequel moi, je suis un fervent défenseur, puisque c'est à 180, 200 mots de passe différents que j'ai à retenir. Ma mémoire, même si elle a une certaine capacité, elle n'a pas cette capacité-là. Donc, c'est très intéressant. Tu mentionnais aussi également dans cette section-là la biométrie comme étant un point intéressant parce qu'il faut la considérer parce qu'elle a des caractéristiques qu'on penserait facilitantes, mais pas nécessairement facilitantes.
puisque tu mentionnes qu'elle n'est pas changeable. Effectivement, la biométrie pourrait être considérée comme quelque chose de très sécurisé, de solide, sauf qu'une fois que votre empreinte digitale est partie quelque part dans la nature, si elle vous est volée, comment est-ce que vous allez la récupérer? Il y a une Canadienne qui justement se les a fait dérober et qui doit se promener aujourd'hui avec un document sur elle en permanence avec ses empreintes dessus qui sont certifiées. Donc, la biométrie n'est absolument pas une solution. Changer un mot de passe, c'est très simple. Mais par contre, dès qu'on a un problème avec son visage ou tout élément biométrique, là, on ne peut pas revenir en arrière. Effectivement, puis il y avait un film américain justement qui changeait les yeux de la personne pour justement changer son facteur biométrique, ce qui est une opération un peu souffrante pour arriver à changer son mot de passe si on doit le changer. Donc, justement, de être très prudent de ce côté-là. Sautons à la section suivante, justement, qui parle de l'hygiène numérique qu'on, je crois, ne parle pas suffisamment dans l'espace public, puis qui est fondamental justement pour aider à avoir des gestes qui sont sains. Alors effectivement, on a beaucoup parlé d'hygiène dans sa globalité ces 2 dernières années et rien n'est plus important que d'adopter des comportements relatifs à une bonne hygiène numérique. Parce que c'est un peu le même principe. Quand vous avez une mauvaise hygiène sanitaire, eh bien, vous chopez des maladies. Avec un smartphone, un ordinateur, c'est exactement la même chose. Une mauvaise hygiène numérique, c'est la trappe de virus ou autre qui peut être garantie. Alors, ça se décompose en plusieurs éléments. Encore une fois, c'est une histoire d'attitude, mais le mot de passe dont on vient de parler fait partie, bien sûr, de l'hygiène numérique. Vous pouvez aussi très régulièrement contrôler ce qui se dit sur vous en ligne. Ça en fait partie indirectement. Vous pouvez pensez à diviser votre vie numérique, vos messageries, en 3, c'est-à-dire bien séparer de manière propre, comme on ne mélange pas les ordures avec les courses que l'on vient de rapporter du magasin. Vous avez une adresse mail qui doit être strictement professionnelle, une autre qui est personnelle avec les amis, la famille, et une autre que l'on appelle une adresse mail poubelle qui vous évite justement de recevoir des spams sur une adresse mail qui vous permettra de recevoir des mails professionnels. Donc, on divise bien ces 3 éléments-là. Et puis, l'adresse mail poubelle avec laquelle on peut faire des achats X ou Y en ligne ou s'inscrire sur des sites sur lesquels on a envie de s'inscrire, elle est au moins facile à changer. Une fois que vous recevez trop de saleté, eh bien, vous la supprimez et vous la changez. En termes d'hygiène numérique, il faut évidemment installer un antivirus. Souvent, les packs sont complets, antivirus par feu. Et bien sûr, un VPN qui vous permet aussi, alors à la fois de protéger votre anonymat, de vous éviter le piratage par Wi-Fi et puis quelques autres petits avantages. Un VPN, pour expliquer simplement, c'est une sorte un virtual private network, c'est une sorte de réseau privé. Et pour donner une image aux personnes qui ont un peu de mal à se figurer ça, c'est comme si vous imaginiez des données qui partaient un petit peu dans l'air comme ça en se baladant et que n'importe qui pourrait attraper avec une épuisette. Le VPN permet de mettre comme une sorte de cercle de métal autour qui permettrait tout simplement de les protéger. Ensuite, en termes d'hygiène numérique, il faut adopter une attitude de minimalisation des données que l'on renseigne. Quand vous vous inscrivez sur des sites, quels qu'ils soient, ne renseignez que les données personnelles strictement nécessaires à cette inscription. Souvent, elles sont indiquées avec des astérisques. Donc, ce n'est pas la peine de renseigner une information qui n'est pas obligatoire pour vous inscrire. Ça donne une surface d'attaque complémentaire, on va dire, qui n'est pas forcément nécessaire. Ensuite, on évite de mélanger la vie personnelle et la vie professionnelle. Du jour où ces 2 univers ont commencé à se mêler,
eh bien, vous étendez de la même façon les surfaces d'attaque. C'est-à-dire qu'en touchant votre vie personnelle, cela peut se répercuter sur votre vie professionnelle et vice-versa. Donc, bien séparer les deux permet de les protéger l'une et l'autre. Et lorsqu'il y a un problème sur l'une ou l'autre, eh bien, l'autre, en théorie, est plus ou moins en sécurité. C'est pareil avec le mot de passe. Le mot de passe de votre messagerie personnelle n'est évidemment, comme je l'ai indiqué au début, pas le même que celui de la messagerie pro. Donc, ensuite, quand on reçoit des mails sur ces messageries, bien sûr, on ne clique jamais sur n'importe quoi. Une pièce jointe qui n'est pas désirée, elle est à jeter. Vous n'attendiez pas ce document, que l'adresse mail soit connue ou pas, vous la supprimez. Parce que ça peut être un collègue ou un ami qui vous envoie, enfin qui a été piraté et qui vous envoie, le cybercriminel vous envoie quelque chose, un lien vérolé, par exemple une pièce jointe qui contient un virus. Donc, on n'ouvre pas n'importe quoi et on ne clique pas non plus sur n'importe quel lien qui serait contenu dans un courriel. Une administration ne vous enverra jamais de lien sur lequel cliquer pour modifier des informations. Et si vraiment vous avez un doute, allez directement sur le site officiel, connectez-vous à votre compte et là, vous verrez bien si vous avez un message qui vous demande de renseigner des données supplémentaires. Mais ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un mail. Passez toujours par les sites officiels. Globalement, c'est vraiment une histoire d'attitude. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui vous parle d'une nouvelle application, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour une histoire de transport en commun. L'application, je ne vais pas donner son nom, mais cette dame me disait que c'était absolument génial, qu'il fallait que je l'essaye, que j'aurais plus de soucis avec les horaires de bus et autres. Le premier réflexe de n'importe qui, ça pourrait être de télécharger l'application et puis de la tester. Le premier réflexe que vous devez avoir en termes d'hygiène numérique, c'est d'abord de regarder à qui appartient cette application. Et quand vous voyez que ce sont des pays avec lesquels nous ne sommes pas forcément en bon terme, eh bien, l'idée, c'est d'éviter. Ensuite, la question des cookies. Vous avez un petit encart quand vous allez sur des sites internet qui vous demande d'accepter ou pas les cookies. Cela concerne surtout les Européens, avec le règlement général sur la protection des données. Les cookies, beaucoup ont l'impression que cliquer sur j'accepte, c'est se débarrasser d'un problème et aller plus vite. Alors oui, c'est sûr, cliquer sur j'accepte, c'est beaucoup plus rapide. Mais quand vous regardez un petit peu plus ce qui est écrit, vous vous apercevez que vous donnez votre consentement à des traitements de données qui, si vous en aviez vraiment conscience, vous paraîtraient particulièrement effrayants. Donc non, on n'accepte pas les cookies sauf essentiels et surtout au quotidien, je dirais au moins tous les jours, vous allez dans vos données de navigation, donc dans confidentialité et sécurité, sur les paramètres des navigateurs que vous utilisez, et vous effacez l'intégralité des données de navigation, que ce soit les cookies, mais aussi les téléchargements en cache, etc. Vous nettoyez tout ça, ce qui permet déjà de maintenir une fluidité de travail pratique, parce que c'est lourd quand même au bout d'un moment, et surtout, eh bien, vous protégez vos données et aussi votre ordinateur, pour le coup. Je vais rajouter un petit point là-dessus. De mon expérience personnelle, moi, j'aime beaucoup Firefox. Et Firefox permet, une fois configuré, d'effacer automatiquement tous les cookies, la cache, et ainsi de suite, à chaque fermeture de Firefox. Donc, je n'ai pas la pression de le faire moi-même. J'ai délégué à Firefox de faire ce traitement-là à ma place, justement pour arriver exactement à ce que tu mentionnes. C'est exactement ce que j'allais dire après, c'est-à-dire que vous pouvez configurer justement votre navigateur pour ça. Même si le faire un peu plus régulièrement, puisque parfois c'est pas tout aussi clair que ce qu'il paraît. Alors, il faut savoir que Firefox, c'est une petite partie qui appartient à Google maintenant, depuis quelque temps. Mais vous avez plusieurs navigateurs et moteurs de recherche qui sont protecteurs de la vie privée. Utilisez le navigateur Opera, par exemple.
en installant le moteur de recherche de votre choix. Ça peut être Quant, qui est français. C'est tout aussi efficace pour le quotidien. Bien sûr, des moteurs de recherche comme Google et un navigateur comme Google Chrome sont performants. Néanmoins, vous pouvez les utiliser lorsque vous avez besoin d'une recherche très spécifique que vous ne trouvez pas avec les autres, mais pensez aussi à toujours effacer vos données de navigation. Alors, le paramétrage des navigateurs, c'est interdire déjà le traçage, interdire aussi les cookies tierces si vous pouvez, et puis pensez à ajouter des petites extensions sur ces navigateurs. Ça peut être alors AdBlock, ça peut être pour les publicités pop-up, etc. Ça peut être Ghost Story aussi qui vous montre qui est en train de vous tracer. Et puis, donc Privacy Badger qui est très bien aussi contre le tracking. Et une qui est intéressante, ça s'appelle Signal Spam. Signal Spam, c'est français aussi. Ça s'installe sur la plupart des navigateurs aujourd'hui. Bon, il faut s'inscrire, mais le site est sécurisé. Et vos données ne sont pas traitées pour autre chose que la finalité. Une fois que vous êtes en fait sur l'une de vos messageries et que vous avez reçu des saletés, que ce soit des spams ou des virus ou autres, vous les sélectionnez et vous cliquez sur votre petite application Signal Spam. Les spams vont simplement vous désinscrire et ce qui est plus grave et dangereux va être transmis aux autorités compétentes. Et vous vous apercevrez, si vous recevez beaucoup de saletés, que vous en aurez beaucoup moins au fur et à mesure. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant. Effectivement, c'est très utile de recevoir moins de saleté. C'est tellement chronophage de devoir justement trier ces courriels-là qui sont illicites ou même dangereux dans certains cas. Là. Donc, c'est très, très important. C'est un bon tour de l'hygiène numérique. Tu as déjà couvert certains points des autres des sous-ensembles, dont le fait de comment protéger son ordinateur. Puis il y a certains points que j'aimerais que peut-être que tu abordes supplémentaires parce qu'on n'a pas abordé dans ce volet-là. La protection de l'ordinateur. Alors, je ne sais pas si je vais dire des choses complémentaires par rapport à l'ordinateur. J'ai parlé donc de l'installation d'un antivirus et d'un pare-feu de préférence payant parce que les éléments de protection gratuits, à quelques exceptions près, se rémunèrent avec vos données personnelles. C'est le même principe pour le VPN. Il faut impérativement utiliser un VPN au quotidien. Encore une fois, cela protège votre anonymat, mais pas seulement. Le VPN, comme l'antivirus et le pare-feu, doit être connu. Vous avez des très bons qui sont ProtonVPN, vous avez NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost. Voilà, ce sont des choses qui sont connues, qui sont intéressantes à utiliser. Et il faut accepter aussi l'idée que pour protéger son ordinateur, il faille investir un petit budget quand même annuel, tout comme on a investi dans une serrure en fait, pour protéger sa maison. C'est de l'ordre d'une 60aine d'euros par an pour une sécurité, on va dire, tout à fait correcte. Alors, bien évidemment, certaines personnes n'en ont pas besoin, mais pour des personnes comme moi, des personnes lambda, c'est nécessaire. Oui, ça a un avantage très certain. C'est ça, moi, je suis un fervent utilisateur de Proton pour l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble des services qu'ils offrent parce que je suis très en accord avec les valeurs de la compagnie et comment ils vont utiliser et ne pas utiliser mes informations personnelles dans leur fonction. C'est très intéressant. Il y avait l'aspect sauvegarde, justement, que tu n'as pas discuté, puis justement, qui est très importante. Tout à fait, excuse-moi, je l'ai oublié. C'est vrai que protéger ces données, c'est avoir au minimum 3 sauvegardes. On dit qu'une donnée n'existe pas si elle n'est pas sauvegardée à 3 endroits différents et à 3 endroits qui ne sont bien sûr pas les mêmes. Certains aiment bien le cloud. Néanmoins, tout ce qui est en ligne et connecté à Internet présente bien sûr une vulnérabilité. C'est quelque chose de différent que la vulnérabilité d'un disque dur externe qui, lui, peut être noyé ou peut brûler dans le feu de la maison, certes. Mais voilà, il faut diviser justement ces sauvegardes donc sur quelque chose d'externe qui n'est pas connecté à Internet. Vous avez ensuite la sauvegarde sur votre terminal et puis, si vous le souhaitez, le cloud. Bien sûr, ne conservez pas
au même endroit votre disque dur de votre ordinateur, par exemple. Si on vole l'un, l'autre sera probablement volé avec. S'il y a un dégât des eaux ou la maison prend feu, pareil, ça ne servait finalement pas à grand-chose. Ça fonctionne seulement quand vous avez un virus, un ransomware par exemple, parce que ça arrive à tout le monde, hein, même aux spécialistes, un jour ou l'autre, mais touchons du bois. Dans ce cas-là, bien sûr, vous avez encore vos données et cela vous permet de nettoyer votre ordinateur sans avoir à payer une rançon que l'on ne paye bien évidemment jamais parce que l'on ne sait pas déjà qui on finance, le terrorisme, des sectes ou autres, et on ne sait même pas si on va récupérer la clé de ces données. Après, vous avez quelques listes de cybercriminels qui sont connus pour rendre les clés ou pas, mais ça, ce sont surtout les assurances qui les détiennent. Effectivement. On va basculer à un autre sous-ensemble de l'hygiène numérique qui est le smartphone. Dans quelle mesure? Parce que lui est quand même un appareil particulier parce qu'il est beaucoup plus personnel qu'un ordinateur dans lequel il contient davantage notre vie. Alors, le smartphone, c'est une sorte de mouchard de poche très utile et sans lequel beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'impression qu'elles ne pourraient pas vivre. Or, c'est faux. On peut vivre sans smartphone. Il ne faut pas oublier que ces outils ne sont que des outils. C'est-à-dire qu'on doit savoir faire les choses, comme par exemple savoir lire une carte routière pour ne pas se retrouver démuni le jour où le smartphone plante et que l'application, quelle qu'elle soit, Waze par exemple, eh bien, plante avec. Néanmoins, il faut les protéger, ces outils. Déjà, ça commence par un antivirus, puisque beaucoup de personnes ignorent que le smartphone doit être protégé de cette manière, en tout cas sous Android par exemple. Avec Apple, c'est différent, je pense, mais j'avoue que je connais un petit peu moins ces outils-là. Donc, un antivirus sur un smartphone, c'est pas du tout dénué de sens, bien au contraire. Ensuite, les applications que l'on télécharge dessus, il faut absolument les paramétrer. Et faire attention aux autorisations qu'on leur donne. Vérifier que toutes les applications n'ont pas accès à votre géolocalisation, elles n'en ont absolument pas besoin. Seule votre application de déplacement en a éventuellement besoin. Et encore, pensez à désactiver votre géolocalisation quand vous n'avez pas besoin justement d'être emmené d'un point A à un point B. Donc, il y a ce côté de paramétrage des applis, de faire attention du coup à qui appartiennent les applications et à qui est-ce qu'elles envoient ces données aussi. Vous avez des applis qui sont plus protectrices des données personnelles que d'autres. Faites attention quand vous choisissez une application, par exemple, au nombre aussi de personnes qui l'ont téléchargée. Parfois, vous avez des fausses applications. Des applications très connues. On peut prendre l'exemple pas très éthique, mais de Uber. Qui peut se faire copier, être soudainement en accès téléchargement même sur Google Play, et puis piéger un certain nombre de personnes avant que Google Play s'en aperçoive et la supprime. Donc, on regarde le nombre de téléchargements de l'application, si ça correspond véritablement à sa popularité ou pas. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Supprimez aussi les applications dont vous n'avez pas besoin ou plus besoin. Méfiez-vous dans tous les cas, encore une fois, des accès que vous leur donnez. Et surtout, gardez en tête que lorsque vous donnez une autorisation d'accès à vos contacts, c'est comme si vous aviez transmis les données personnelles de vos amis, familles, collaborateurs ou autres, sans leur demander leur avis, à des entreprises comme Meta ou autres. Oui, puis moi j'ajouterais que c'est toujours important, même s'il peut y avoir des logiciels limités dans les stores, il faut toujours utiliser le store du téléphone qui est fourni soit chez Apple, soit chez Google. Éviter de charger des applications qui sont pas justement dans le store officiel, qui sont quand même beaucoup plus à risque de se faire, d'avoir été faussés par des malveillants qui veulent absolument voler nos informations, voler nos contacts, voler de l'argent aussi également. Allons sur un autre sous-ensemble qui est quand même assez majeur, les réseaux sociaux. Comment protéger sa vie privée de ce côté-là, ce qui est quand même non négligeable puisqu'on baigne dans cet univers-là maintenant.
Alors, les réseaux sociaux, vous avez une petite série qui s'appelle Dopamine, qui est très intéressante. Ce sont des petits épisodes qui durent 6-7 minutes et qui vous montrent comment fonctionnent Facebook, Instagram, Tinder et YouTube aussi. C'est très, très intéressant de voir à quel point ils se basent justement sur des fonctionnements humains ancestraux et font tout pour à la fois vous donner l'impression que vous maîtrisez le réseau social et vous donne envie, malgré vous, d'y passer le plus de temps possible. Tout ça, bien sûr, pour produire de la donnée personnelle qui produit pour eux de l'argent. Les réseaux sociaux, si vous pouvez vous en passer, faites-le. Après, je comprends que vous ayez besoin ou envie de garder contact avec des personnes de votre entourage ou autres, mais je dirais choisissez-les. Ce n'est pas la peine d'être sur l'intégralité des réseaux sociaux en même temps. Vous pouvez choisir, par exemple, d'être seulement sur Instagram, selon votre activité, ou seulement sur LinkedIn. Dans tous les cas, il faut veiller, bien sûr, à ne pas publier des informations trop personnelles qui pourraient être utilisées contre vous. Je rappelle qu'une photo de vous en train de faire un sport à risque, c'est une transmission d'alerte aux data brokers qui vont ajouter cette mention à votre profil, aime les sports à risque. Ce qui pourrait à terme vous empêcher d'emprunter sur 25-30 ans ou d'avoir des assurances à des prix classiques. Les réseaux sociaux, il faut surtout les paramétrer dès le départ. Ne donnez pas non plus toutes les informations que l'on vous demande si elles ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce que Facebook a besoin vraiment de connaître votre véritable date de naissance? Même si elle a dû le récupérer par un autre biais, dans tous les cas, vous pouvez vous créer une identité numérique qui est différente de votre identité classique, physique. Ensuite, méfiez-vous aussi, bien sûr, des contacts et protégez-vous sur les réseaux sociaux. N'acceptez pas n'importe qui. Vous savez que LinkedIn, c'est un véritable nid d'espions, par exemple. Donc, se faire tamponner par un espion sur LinkedIn, c'est devenu monnaie courante, surtout pour les étudiants ou les personnes qui travaillent dans des secteurs un petit peu sensibles. Et surtout, la problématique des réseaux sociaux, c'est que ça alimente des choses dont vous n'avez vraiment pas conscience, des choses qui, à terme, vont vous porter préjudice à vous, mais aussi à vos descendants. Lorsque on a vu des parents publier sur Facebook des photos de leur enfant à l'hôpital avec des tubes et tuyaux qui sortent de partout, c'est très préjudiciable pour l'enfant, par exemple, et pour son avenir. Effectivement, tout ça amène à des questions très importantes de qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et comment on l'utilise, ce qui nous amène aussi au fait qu'il y a des arnaques qui sont liées à ce genre de choses-là. On va compléter avec comment devenir, dans le fond, intraçable, comme tu le mentionnes dans ton livre, ou dans le fond, comment se protéger efficacement pour limiter la portée des problèmes qu'on pourrait rencontrer. Alors, effectivement, ça regroupe un petit peu ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est-à-dire qu'il faut savoir protéger son anonymat. Donc, utilisez un ordinateur sur lequel vous avez bien sûr installé un VPN qui est nettoyé au mieux de tout cookies et autres saletés, qui est protégé avec des antivirus et pare-feu, et vous pouvez utiliser des navigateurs donc, qui protègent les données personnelles et surtout des navigateurs différents qui vous permettent de faire des choses d'ailleurs différentes. Devenir intraçable, c'est un peu difficile puisque l'anonymat reste relatif en ligne. Quand on pratique l'OSINT, par exemple, donc c'est le renseignement en source ouverte, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus exposé et qu'on existe de manière beaucoup plus prééminente que ce que l'on pouvait croire jusque-là. Donc, multiplier les outils, utiliser par exemple Tor, c'est aussi une bonne solution. Faire attention aux renseignements que l'on donne sur les réseaux. Rien n'empêche que vous puissiez vous créer une identité numérique totalement différente, qui n'ait pas de lien d'ailleurs avec vous. Donc, c'est un petit peu délicat parce qu'on a toujours un peu les mêmes réflexes. On nous identifie, par exemple, avec les sites que l'on consulte tous les jours. Imaginez que vous alliez dans l'ordre sur 5 sites différents chaque jour,
rien qu'avec ça, vous êtes identifiable. Tout comme on peut identifier une personne avec 4 déplacements quotidiens lorsque sa géolocalisation est activée. Donc, intraçable, je dois avouer que c'est un petit peu délicat d'utiliser ce terme. Je ne sais pas si j'aurais dû peut-être le mettre entre guillemets, mais on peut utiliser des méthodes pour se protéger un maximum, tout en gardant à l'esprit, d'une part, que rien ne disparaît d'Internet, et d'autre part, que rien n'est jamais sécurisé à 100%, que ce qui est connecté à un arbre ou à une pierre. Très intéressant. Merci énormément pour ce partage. On va conclure cet épisode-là et on va revenir avec l'épisode 5 par la suite. Merci Nicolas, Loïc.